Sheila a-t-elle été enlevée par les extraterrestres? C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous parle pas de la chanteuse, je vous rassure. Mais avant, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite de cette série, le premier épisode, que je vous mettrai ici et bien sûr dans la barre d'infos. Si vous ne l'avez pas vu, ça répondra sûrement à plusieurs de vos questions. Allez vous chercher un verre de vino ou un bon café car on est reparti pour une longue vidéo tout aussi mystérieuse que la première. L'histoire débute en janvier 1984 et je vais essayer de me concentrer parce que j'entends ma voisine chanter. Puis autant dire que c'est pas Whitney Houston. Dans le Massachusetts, aux États-Unis, Sheila, 36 ans, notre protagoniste du jour, vient de perdre sa mère qui avait eu une attaque cardiaque 5 ans auparavant. Sheila et sa mère étaient vraiment très proches et son décès a été très difficile à vivre pour Sheila, d'autant que les médecins de l'hôpital où sa mère avait séjourné avaient été assez brusques et peu attentifs, voire irrespectueux avec sa mère, alors qu'elle était entrée pour subir une opération pour déboucher l'artère coronaire. Elle gardait donc une certaine frustration par rapport à ça et toute cette expérience a commencé à créer des petites disputes au sein de son mariage. Sheila estimait que son mari Jim était incapable de la soutenir comme elle en aurait eu besoin, ce qui n'arrangeait rien à la situation. Il faisait même chambre à part et Sheila était seule pour vivre son deuil. On va dire que c'était pas la meilleure période qu'elle ait connue. Quelques semaines après le décès de sa mère, les rêves effrayants qu'elle faisait depuis l'âge de 6 ans devenaient de plus en plus fréquents. Dans ses cauchemars, elle se sentait paralysée, elle ressentait souvent de l'électricité dans son corps. En fait, elle avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose contrôlait son corps. En mars 84, elle a fait un rêve étrange et un peu différent des autres, dans le sens où elle a rêvé qu'un grand bruit et des lumières qui clignotaient l'avaient réveillée. Donc elle a rêvé qu'elle était réveillée, elle n'était pas réveillée pour vrai. Le son était assourdissant et les lumières rouges venaient de l'extérieur de la maison. Dans son rêve, elle était paniquée, elle est restée dans son lit et là, elle aperçoit plusieurs petites choses qui ressemblaient à des gens s'avancer vers elle. On reviendra à ce rêve un peu plus tard dans la vidéo. La famille de Sheila a baigné dans la chrétienté. D'ailleurs, sa fille, Beverly, était inscrite dans une école chrétienne. La Bible avait une grande importance dans sa vie et du coup, tout ce qu'elle vivait comme expérience depuis plusieurs années déjà venait un peu ébranler tout ça. Surtout qu'ils étaient plusieurs dans sa famille à avoir été témoins de choses étranges. L'une de ses petites sœurs, par exemple, a déjà expliqué à Sheila qu'elle avait vu une boule de lumière pénétrer dans l'appartement par les portes coulissantes, faire le tour de la pièce à toute allure, changer de pièce puis traverser les murs. Et ça ne pouvait pas venir de l'extérieur puisque les rideaux étaient tirés. La boule de lumière est alors repartie de la même façon qu'elle était apparue, via les portes coulissantes. Ils ont eu vraiment toute une série d'événements curieux dans cette famille. Quand Beverly avait 8 ans, Sheila l'a amenée chez le pédiatre, pensant qu'elle avait une otite, et le médecin a sorti de son oreille un petit objet de la taille genre d'un petit pois, avec plein de saleté tout autour. Beverly pleurait en disant à sa mère que c'était pas elle qui avait mis ce truc-là dans son oreille, et qu'en plus, elle s'était couvert l'oreille avec ses draps et ses couvertures pour se protéger... Ah, les enfants, ils en racontent des choses. Beverly a eu durant son enfance de nombreux saignements de nez et apparemment c'est assez courant dans les cas d'enlèvement d'enfants, enlèvement extraterrestre, dans le cas où tout ceci est vérifié. Les mois ont passé et Sheila avait besoin de se confier et elle trouvait vraiment personne avec qui le faire, en tout cas pas à cette période-là. Un peu comme un symbole de désespoir, le 17 juillet 85, elle acheta un flacon de cachet d'aspirine et en avala une vingtaine. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences importantes. Donc elle a consulté un premier psychiatre parce que même si son chagrin lié à la perte de sa mère était un peu moins lourd, ses rêves terrifiants persistaient. Et elle en pouvait plus, elle voulait y mettre un terme. Un article du journal local parlait d'observations d'ovnis au-dessus de la ville où sa mère avait été enterrée. Des doutes étaient en train de naître dans son esprit. Est-ce que c'était vraiment des rêves ?
Elle n'avait plus vraiment l'impression que tout ceci était le fruit d'une éventuelle dépression liée au décès de sa mère. Sheila a rencontré 2 autres psychiatres par la suite. L'un d'entre eux a même utilisé l'hypnose sur elle pour essayer de remonter à la source de ses problèmes d'angoisse nocturne. Mais il ne croyait pas en l'exactitude des souvenirs obtenus, surtout en ce qui concerne les petits bonhommes. De base, il croyait pas aux ovnis, donc ça posait un problème. Il pensait qu'elle souffrait peut-être d'un désordre hyperactif par déficience de l'attention. Elle voyait aussi des psychologues, elle a fait plusieurs examens, elle a même fait des tests d'intelligence qui l'ont définie par quelqu'un de brillant, atteignant largement un niveau moyen voire supérieur. Donc c'est pas rien, elle était pas folle quoi. Bref, tout ce beau petit monde pensait qu'elle faisait des troubles de l'anxiété ou alors un désordre post-traumatique suite au décès de sa mère et qu'elle avait simplement des réactions exagérées. Ils l'ont mise sous antidépresseurs et voilà, elle se sentait incomprise de tous bords, tous côtés. Elle a fini par mettre un terme à toutes ces thérapies qui ne l'aidaient pas du tout en fait en juillet 92. Mais avant ça, elle avait obtenu les coordonnées du docteur John E. Mack, le même docteur dont je vous ai parlé dans l'épisode 1 et celui qui a écrit les livres d'où je tiens ces informations. Donc elle l'a contacté, elle n'avait plus rien à perdre parce qu'on lui avait dit qu'il était spécialisé dans ce type de cas. C'était un peu son dernier espoir. Hein. Ils se sont alors rencontrés pour la première fois le 21 septembre 92 lors d'un long entretien de 4 heures durant lequel le docteur procéda à une première séance d'hypnose. L'objectif de la première régression, et il y en a eu 3, était de retourner lors de cette fameuse nuit de mars 84. Dès qu'elle eut atteint la transe hypnotique, Sheila est revenue sur son sentiment de peur devant le bruit et les fameuses lumières qui clignotaient. Elle décrivait être allée se coucher vers 23h après son mari. Il dormait encore dans le même lit à ce moment-là. Et elle s'est donc réveillée sur le dos à cause de ce bruit énorme. Elle précise d'ailleurs que même en y mettant toutes ses forces, elle ne pourrait jamais crier aussi fort que ce bruit. La lumière clignotante est entrée par les fenêtres et sont allées jusque Jim, son mari, qui ressemblait à un cadavre. Il dormait super dur, la bouche grande ouverte. Elle s'est relevée sur ses coudes comme ça, genre hyper inquiète, et sont entrées dans sa chambre en ligne droite, traversant le couloir. Ces 3 petites choses, avec des bras et des jambes squelettiques, on aurait dit que leur corps était en argent. L'un d'eux a comme fait un signe de la main aux 2 autres. Sheila cherchait après son air, elle était stressée. 2 d'entre eux se sont positionnés au pied de son lit et c'est à partir de ce moment-là que le bruit énorme et les lumières se sont arrêtées. Les créatures la fixaient. Elle avait tellement peur qu'à ce moment-là, elle s'est dit « Bon, peut-être que si je me rendors, tout ça va disparaître. » Mais elle savait au plus profond d'elle qu'elle n'y échapperait pas. Et en effet, les 2 bonhommes se sont approchés d'elle. Le 3e était du côté de Jim. Sheila pouvait ressentir la puissance dans leurs yeux qu'elle trouvait affreux. Et elle a semblé les reconnaître, comme si elle les avait déjà vus. Elle se débattait dans tous les sens quand elle vit une lumière blanche juste au-dessus d'elle. Elle ne pouvait plus bouger ses bras, ils étaient comme collés au reste de son corps. Et c'était le début d'un épisode pas très sympathique. Elle s'est donc retrouvée dans un autre endroit, sur une sorte de table. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là. Les petits bonhommes étaient maintenant beaucoup plus nombreux, il y en avait partout. Sheila a eu l'impression qu'on l'avait obligée à s'allonger. Elle a alors ressenti une énorme pression au niveau de l'abdomen. Quelque chose de carré, de rectangle avait pénétré son corps. Elle se sentait humiliée, énervée, elle voulait les frapper. Mais c'est surtout leurs yeux qui l'impressionnaient particulièrement. Celui qu'elle pensait être le chef semblait exercer un contrôle sur tous les autres, rien qu'avec son regard. La première séance d'hypnose s'est donc terminée ainsi. Sheila était fatiguée après tout ça. Ils se sont rencontrés une seconde fois, le 12 octobre 92. Sheila était déjà un petit peu plus détendue. Elle se sentait beaucoup plus comprise avec le docteur John E. Mack qu'avec tous les précédents. Ils ont tenté de reprendre les choses là où elle s'était arrêtée la fois d'avant. Lors de cette seconde séance d'hypnose, les détails supplémentaires qu'elle a apportés sont les suivants. Premièrement, elle s'était sentie vraiment frustrée que son mari qui était assis, qui dormait à côté d'elle ne se réveille pas avec un tel vacarme.
Comme je l'ai dit dans le premier épisode, lors d'enlèvements, les conjoints et autres proches qui se trouvent dans la même pièce ou au même endroit sont plongés dans un sommeil extrêmement profond pour qu'ils ne dérangent pas en fait, et surtout pour qu'il n'y ait pas de témoins. Donc c'est pour ça qu'il avait l'air un peu mort. Ensuite elle s'est sentie comme enfermée dans une boîte noire, puis elle s'est probablement endormie ou évanouie pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'apparaisse la forte lumière blanche. Lorsqu'elle était sur la table pendant la régression, le docteur Imac la voyait s'agiter, se tordre complètement dans tous les sens. Elle tremblait des pieds à la tête. Elle avait aussi beaucoup de mal à respirer, à chercher son air. Bref, ce qu'elle revivait au travers de cette hypnose semblait plutôt intense. Et on peut comprendre quand on sait que plusieurs aiguilles lui ont été enfoncées dans le front. Le chef des bonhommes s'est approché d'elle avec une sorte d'éventail qui abritait une autre aiguille. L'un des personnages a planté cette aiguille dans sa jambe gauche. Et elle était dans l'impossibilité de crier. Elle a ressenti une forte douleur et de l'engourdissement quand il a enlevé l'aiguille. Alors elle était nue comme dans la première histoire et quelqu'un lui a passé comme une sorte de rasoir électrique partout sur l'abdomen. Donc au même endroit où elle avait reçu le truc carré, son corps s'est comme raidi. L'espèce de rasoir est descendu jusqu'en bas de son flanc droit et là elle a ressenti une très grande douleur. Elle a ressenti ensuite qu'un instrument était en train de lui aspirer quelque chose qui venait de ses entrailles. Elle n'a pas trop compris qu'est-ce que c'était. Le décor a ensuite évolué. Les êtres lui ont montré une immense verrière en vitrail rouge. Ça formait un dôme et ça s'élevait tellement haut. À la fois, c'était tellement beau. Elle décrit une cascade de lumière, une fontaine d'or pur. C'était vraiment très impressionnant. Et c'est ce qui a conclu la deuxième séance d'hypnose. Sheila a mentionné qu'ils avaient débranché sa mémoire. 3 nuits avant sa dernière régression, elle a eu une autre nuit pas mal intimidante. Elle s'est réveillée en sursaut et elle a entendu quelqu'un qui respirait de façon assez bizarre derrière elle, et elle a senti une main sur son flanc. Elle a hurlé, elle a vite allumé la lumière, mais bon, il n'y avait personne. Le manque de contrôle sur ce type de situation la perturbait énormément. Le 23 novembre 92, Sheila et le docteur John Imac se rencontrèrent donc une dernière fois, pour cette fois revenir en régression à la nuit du Nouvel An 89. L'un des psychiatres qui l'avait suivi pendant plusieurs années dans le passé était présent lui aussi, celui qui était plutôt sceptique à propos de son histoire là. Cette nuit-là, elle avait entendu un bruit, comme souvent, et elle avait eu l'impression que quelqu'un tenait ses jambes, mais par contre elle avait rien vu. En tout cas, pas de petit bonhomme. Cette nuit-là, Sheila a dormi dans la véranda parce que sa fille voulait dormir dans sa chambre. Elle se sentait pas super bien cette nuit-là, elle avait peur de se retrouver seule en fait. Et sûrement que son intuition devait bien fonctionner au vu de ce qui allait suivre. Une lumière intense a pénétré dans la pièce. Bon, comme c'était le nouvel an, elle s'est sûrement dit c'est peut-être des feux d'artifice ou quelque chose comme ça. Elle s'est mise à la fenêtre pour regarder qu'est-ce que c'était et ça provenait de l'allée des voisins. Elle est donc retournée se coucher sur son canapé pour essayer d'oublier son angoisse. Elle s'est réveillée vers 1h15 du matin et la lumière était toujours là, très intense, très brillante. Et quand elle a regardé de nouveau à la fenêtre, la lumière est comme devenue noire. Et dans cette lumière, elle a aperçu quelque chose d'orange, de rose, avec dessus un gros point noir. Ça serait difficile à inventer quand même ce truc-là, hein. Et là, il y avait une autre lumière intense, mais cette fois-ci dans son dos. Quelque chose de gris et d'épais l'a comme enveloppée, c'était comme du brouillard. Elle ne pouvait voir personne mais sentir une dizaine d'êtres autour d'elle. La respiration difficile, elle s'est retrouvée comme dans une sorte de bulle grise, sans mur ni plafond, en tout cas pas comme on les connaît. Elle voulait à tout prix éviter leurs yeux parce qu'elle était terrifiée par leurs yeux, mais elle avait comme pas le choix de les regarder. Ils étaient si grands, si intenses et ils ne sciaient pas. Et surtout, ils contrôlaient absolument tout. Énormément de choses se passaient dans leur regard. Elle le savait, elle le ressentait, qu'elle devait accepter désormais leur présence dans sa vie et leur visite nocturne, un peu comme s'ils dépendaient l'un de l'autre. Elle entendait tout ce qu'ils pensaient. Elle a compris que les êtres humains ont été socialisés pour être contrôlés durant la journée et que la nuit, ils renonçaient à ce parfait équilibre.
Et c'est ainsi que se termine notre histoire d'aujourd'hui. C'est dommage, j'aurais voulu en savoir plus sur l'expérience où elle a ressenti qu'on lui aspirait quelque chose des entrailles, même si j'ai ma petite idée. On peut, en conclusion, dire que le décès de la mère de Sheila fut un grand choc, comme le désintérêt profond de son mari face à tout ce qu'elle traversait. Pourtant, d'après le docteur John E. Mack, qui est spécialisé, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, en tout ce qui est psychiatrie, et plusieurs autres spécialistes qui ont étudié le cas de Sheila par la suite, ses réactions n'avaient en fait rien d'une dépression. En tout cas, ça lui a fait beaucoup de bien ces séances. Et elle a commencé à aller mieux, à tempérer ses angoisses. Et l'autre psychiatre, là, le sceptique, avait pu constater par lui-même l'authenticité des propos de Sheila. Il voyait bien ses réactions en fait. C'est une chose de dire « Ok, je vois ça pendant l'hypnose, je sais pas, j'ai jamais fait de ce type de séance », mais quand tu vois la personne se tordre, avoir des sueurs, avoir du mal à respirer, c'est quand même dur à faker ça. Une chose est sûre, c'est que la psychiatrie ne peut pas tout reconnaître et que la science est loin de pouvoir tout expliquer. Peut-être devons-nous arrêter de vouloir tout contrôler? Bye mes amours!